Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, compte tenu du moment, je vais essayer de ne pas être indigeste. Alors, ce que je vais vous décrire, c'est une activité qui est un tout petit peu différente de ce que Madame a décrit, parce que nous ne sommes pas réellement dans la collecte de données, mais nous sommes entre la donnée et fournir de l'information principalement aux administrations et au public. Alors je vous ai mis un peu de manière condensée le style de questions qu'on reçoit en catastrophe plusieurs fois par mois, pour ne pas dire par jour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait mieux qu'avant? Est-ce qu'on a fait mieux que les autres? Et qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Alors ça peut être sur des sujets aussi vastes que l'investissement en recherche et développement, ou l'illustration que j'ai choisie pour aujourd'hui, le bien-être au Luxembourg, les conditions de vie au Luxembourg. Alors avant de vous expliquer un peu comment on va s'articuler entre les données et l'information, je fais simplement une petite présentation rapide de qui nous sommes au Statec. Alors vous avez le lien internet pour aller sur notre site web, comme ça vous verrez d'une part la tête de tous les chercheurs, un peu ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont publié, sur quoi ils travaillent, et quelles sont les publications récentes qui ont été faites. Alors ce qui est assez intéressant dans cette division, c'est que pour le moment on a environ une dizaine de chercheurs, d'âges relativement différents, et l'une des particularités, c'est que même si nous sommes tous en général des économistes, nous avons au départ des formations qui sont extrêmement diverses. Certains ont travaillé plutôt en théorie de la croissance, d'autres sur la mesure du bien-être, le capital social, on en a qui ont travaillé en finance ou sur l'entrepreneuriat. Donc ce qui est assez intéressant, c'est quand on nous pose une question sur un sujet particulier, on arrive tous avec notre vision particulière du sujet, donc ça donne une certaine diversité de vues. Ce qui est aussi assez intéressant et original pour l'administration comme l'Institut national de statistique, c'est que nous avons un statut à part qui permet d'embaucher des étrangers. Et nous sommes principalement des étrangers. Et je vous ai mis simplement une petite saveur des nationalités que nous avons. Donc nous avons des Italiens, Français, un Américain, un Slovène. Et dans quelques mois, nous allons accueillir une jeune femme d'origine iranienne. Donc à nouveau, quand nous devons entre nous débattre de certains sujets pour produire une analyse, ça amène des différences culturelles qui peuvent être assez intéressantes. Par exemple, quand nous discutions avec cette Iranienne, on lui posait une question sur l'utilisation des ressources naturelles et la fameuse idée du space mining, et elle nous a regardé, elle a dit, mais au Luxembourg, par rapport à l'Iran, vous avez des ressources naturelles? Et c'est vrai, comparé à l'Iran, la taille du pays est, ne riez pas, mais légèrement plus petite. Et en termes de ressources naturelles, nous n'avons pas encore découvert du pétrole, même si nous avions du charbon. Pour vous présenter les principaux thèmes de recherche sur lesquels on travaille, nous avons 4 piliers principaux. Alors, ils n'ont pas d'ordre d'importance particulier, parce que l'équipe est répartie de manière assez équivalente sur chaque pilier. Donc, nous travaillons sur la mesure de la productivité, alors aussi bien en comparant le Luxembourg avec les autres pays, mais on travaille aussi au niveau des branches de l'économie, en regardant certaines branches en particulier. Un autre point très important, c'est l'entrepreneuriat. Et en passant, c'est peut-être le seul thème de recherche que nous avons sur lequel nous collectons nous-mêmes les données, avec une enquête qui s'appelle le Global Entrepreneurship Monitor, et qui est la seule source de données sur l'entrepreneuriat. Donc c'est assez intéressant, et tous les ans, un rapport est produit et qui montre l'esprit d'entreprise au Luxembourg, qui est un thème qui est assez important, car il semble de plus en plus clair pour un certain nombre d'économistes que c'est un moyen de faire entrer de nouvelles innovations, de nouvelles idées dans les pays et de créer de l'emploi. Nous avons un thème plus général sur le marché de l'emploi, et comme nous sommes une petite économie ouverte, ce qui va nous intéresser, c'est en particulier les problèmes de délocalisation, de substitution entre de la production locale et de la production importée. Et enfin, donc, le dernier thème qui nous a beaucoup occupé ces dernières années, c'est celui du bien-être et de la qualité de vie, et qui va me servir un peu d'illustration à mon propos.
Alors naturellement, ces 4 piliers soutiennent une idée qui est beaucoup plus vaste, qui est celle de la croissance inclusive, c'est-à-dire que nous essayons de voir si la croissance au Luxembourg bénéficie à chaque habitant de la même manière, ou si on voit des phénomènes de polarisation se mettre en place, et de voir des gens qui sont exclus. Alors, faire ce type d'analyse et de rapport, au départ, ça met quelques défis, à la fois sur les personnes qui doivent produire cette analyse, mais aussi sur ceux qui vont demander ce type d'analyse. Car traiter des données pour en sortir de l'information, c'est pas aussi évident que ça pourrait paraître. Alors bien évidemment, pour les chercheurs, alors j'ai mis de manière très prétentieuse expert, mais bon, on va mettre chercheur ou analyste. Ce qui nous est demandé, c'est à la fois d'être techniquement compétent, d'être capable d'utiliser les techniques adéquates, de préférence les plus récentes, même si d'anciennes techniques ont toujours énormément de valeur, de les utiliser de manière correcte, mais surtout, et c'est la grande difficulté de ce travail, c'est d'arriver à communiquer de manière simple et de manière claire. Et j'ai indiqué que malheureusement, c'est une combinaison de talents qui est relativement rare, parce qu'il est relativement facile de trouver des gens qui sont techniquement compétents, qui vont très bien connaître les statistiques et les mathématiques, mais quand il va s'agir de communiquer, vont avoir beaucoup de difficultés à être clairs sur le message qu'il fallait faire passer. Et donc la combinaison des deux est extrêmement rare, et je vais dire un peu méchamment, on rencontre souvent ce que j'appelle des bons marchands de tapis, des gens qui sont très très bons en communication, mais quand on leur pose une question un tout petit peu technique, dans ce cas-là on n'a plus rien, et toute l'analyse perd en crédibilité. Donc c'est toujours un équilibre un peu compliqué et un peu périlleux. Mais pour le demandeur, ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser. Alors il y a quelques années, une personne qui était là mais qui a dû s'absenter pour un rendez-vous important aurait pu en témoigner. Sur un sujet particulier, j'ai eu comme demande, je cite, « Je veux un bidule ». Alors pour moi, le bidule, c'est entre le truc et le machin, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc dans ce cas-là, il faut lire dans le marc de café et faire de la transmission de pensée pour comprendre ce que le décideur voulait avoir comme analyse et comme type d'analyse. Donc ça demande aussi à la personne qui va demander ce type d'analyse, c'est très bien de s'entourer d'experts, de spécialistes, mais il faut qu'il ait une demande qui soit extrêmement bien formulée, extrêmement claire, et il faut aussi que la question soit réaliste. Si on me demande est-ce que je peux faire une évaluation du rendement sur investissement du space mining à l'heure d'aujourd'hui, je vais dire oui, je peux jouer à pile ou face et sortir un chiffre, parce que des chiffres, j'en ai une infinité qui me viennent à l'esprit. Alors dans le cadre du rapport PIB bien-être, alors d'ailleurs je l'ai amené parce que je vais vous montrer simplement 2 slides avec un petit tableau, c'est pas uniquement un tableau que nous avons créé. La question avait été très bien formulée au départ, d'une part parce que la demande était claire, on nous a dit voilà, quelles sont les conditions de vie au Luxembourg. Donc c'était déjà une question qui était clairement formulée, mais surtout les demandeurs qui étaient principalement le Conseil économique et social et le Conseil supérieur pour le développement durable, voilà, j'ai toujours un doute sur l'appellation exacte, s'étaient réunis plusieurs fois à l'avance et avaient déjà défini une liste de 63 indicateurs divisés en 11 thèmes différents, et nous ont dit voilà, vous devez répondre à cette question en vous basant sur ces indicateurs que nous avons sélectionnés, parce que nous, partenaires sociaux, membres de l'administration, nous pensons que ce sont ceux qui sont les plus à même de répondre à la question. Alors c'était une chance, comme je vous le disais, parce qu'on avait pour une fois une question qui était clairement formulée, mais je mets 2 petits bémols. Le premier, c'est que certains indicateurs, on ne les aurait pas retenus parce qu'on trouve qu'au bout du compte, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et l'autre problème, c'est qu'on a eu, comme toujours, en fin d'analyse, en fin de projet, 2 demandes qui sont arrivées en catastrophe, qui n'avaient pas été formulées dès le début et qui ont créé un peu de confusion. Alors, je vous montre une première partie. Donc, dans ce rapport, on avait sorti un élément synthétique, donc c'est simplement pour vous donner un type d'information qu'on peut ressortir de ce genre de choses. Ce tableau, qui est très synthétique, donc regroupe les 5 premiers piliers des 11 piliers qui avaient été choisis. Donc vous avez vu, c'est à la fois des thèmes économiques, des thèmes un peu plus sociaux, des thèmes sur la santé,
la manière dont vous allez combiner votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Et on a simplement mis un petit système de vignettes. Si c'est vert, c'est que le Luxembourg fait plutôt bien, voire très bien par rapport aux autres pays européens. Et si la flèche à côté augmente, ça veut dire qu'on continue à faire mieux, qu'on est plutôt dans une progression positive. Alors l'avantage, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas envie de lire 300 pages de rapport d'avoir une information qui est quasiment lisible immédiatement. Alors je vais passer sur la deuxième partie, parce que la première partie, elle est amusante, il y a beaucoup de vert, puis il y a beaucoup de jaune. Mais j'aime bien la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de jaune et beaucoup de rouge. Donc c'est toujours plus intéressant, parce que quand on veut montrer qu'on a absolument besoin de nous, il faut inquiéter les gens. Donc on cherche absolument du rouge. Et j'en prends un parce qu'il me tient particulièrement à cœur. C'est un point qu'on avait soulevé déjà il y a plusieurs années. Si vous regardez le thème de l'éducation, qui est le thème 6 tout en haut, on s'aperçoit que sur les jeunes qui quittent le Luxembourg, qui quittent le système scolaire sans formation, on a une proportion qui est nettement plus élevée au Luxembourg que dans les autres pays européens, et la situation ne s'améliore que très très lentement. Si vous regardez un peu l'ensemble des indicateurs, vous allez voir que beaucoup d'indicateurs, par exemple, vous allez les retrouver sur le site d'Eurostat, parce que ce sont des indicateurs qui sont relativement habituels. Donc je vais dire, et ça sera dans la suite de mon propos, ça va apporter beaucoup d'avantages d'avoir des sources de données comme Eurostat. Et vous voyez tout en bas, la dernière ligne, Life Satisfaction. Donc c'est une variable, je voulais simplement vous dire un mot dessus. Elle est assez intéressante parce que par rapport à ce que vous allez trouver dans la plupart des instituts nationaux de statistique ou des organisations comme la Banque mondiale ou Eurostat, c'est ce qu'on appelle une variable subjective. C'est-à-dire qu'on a demandé leur opinion aux gens et on leur a dit comment jugez-vous votre vie. Est-ce que vous la trouvez très bonne ou très mauvaise, et vous vous donnez simplement une note 1 et 10. Donc ce genre de tableau de bord, ça ne va pas être parfois simplement de la compilation de statistiques que vous allez trouver sur le site d'Eurostat, mais on va souvent faire appel aussi à d'autres sources de données. Il reste jusqu'au bout de ma présentation. Alors, je voulais aussi vous présenter, donc, en prenant comme illustration le rapport PIB bien-être, un certain nombre de points clés que nous devons suivre quand nous écrivons ce type de rapport. Alors, je ne vais pas vous surprendre que le point numéro 1, c'est de produire quelque chose qui va être compréhensible. Alors souvent, on a l'habitude, parce qu'on est entre nous et qu'on parle entre nous, on va utiliser notre jargon de technicien et on finit par s'apercevoir qu'on est totalement incompréhensible. Alors j'ai le souvenir de m'être disputé avec un de mes collègues il n'y a pas longtemps en lui disant « mais c'est parce qu'il fallait fermer l'output gap ». Et il m'a regardé et il m'a dit « qu'est-ce que c'est que l'output gap et qu'est-ce que ça veut dire fermer ?» Et je me suis aperçu en effet que j'étais totalement incompréhensible. L'autre chose aussi, c'est qu'on a un peu tendance à se dire « mais oui, mais c'est facile, mais c'est évident, mais tout le monde sait ce que c'est qu'un kernel. Pourquoi ? Mais pourquoi je dois expliquer ce que c'est qu'un kernel ?» Donc l'autre difficulté de ce type de rapport, c'est de quand même montrer que derrière, il y a du travail technique, il y a un travail statistique qui est fait sérieusement, mais il faut le cacher le plus possible au lecteur, quitte à écrire d'autres documents à côté, de faire des annexes techniques, ou même d'avoir un rapport entièrement technique, pour s'assurer qu'il soit lisible par tout un chacun. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'autre travers non plus, c'est dans la sursimplification où on dit « ah ben je vais donner une image, comme ça ils vont comprendre », et malheureusement les gens retiennent l'image, mais ne retiennent pas le message. Et c'est toujours un peu gênant. Un deuxième point, c'est aussi l'interprétation. Alors, de plus en plus, et je vais dire grâce aux médias, il y a beaucoup d'indicateurs. Si je vous parle de PIB par tête, vous savez ce que c'est. Si je vous parle de taux de chômage, vous savez ce que c'est. Un indice des prix à la consommation aussi. Mais il y a d'autres données, d'autres informations qu'on va fournir qui ne sont pas forcément immédiatement compréhensibles. Par exemple, je vous disais, la satisfaction de vie, c'est entre 1 et 10. Si je vous arrive et je vous dis, la satisfaction de vie au Luxembourg, c'est 6,5 en moyenne, vous allez me dire, oui, bon, bah, c'est très bien, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Donc, il faut prendre du temps à bien expliquer comment s'interprètent les coefficients et faire attention aux unités qu'on utilise parce qu'elles ne sont pas toujours aussi évidentes. Alors, je vous ai mis un petit exemple parce qu'en me promenant à Boston, ça m'a toujours fait rire.
il y a un pont qui relie le campus d'Harvard à celui du MIT. Et un jour, une confrérie étudiante, pour s'amuser, ont pris l'un de leurs petits camarades et se sont amusés à l'allonger le long du pont pour savoir combien de fois on pouvait l'allonger pour traverser le pont. Et c'était un pauvre Oliver Smoot qui mesure 1,70 m, et ils ont trouvé leur blague tellement drôle qu'ils ont dit « Eh bien, on va prendre contact avec les organisations internationales de mesure et nous allons déposer comme unité de mesure le Smoot. » Donc, si vous voulez, vous pouvez décrire votre appartement en Smoot carré. C'est tout à fait officiel. La seule chose, c'est que vous aurez des problèmes donc d'interprétabilité de vos résultats par rapport au public. Alors ensuite, autre point, et qui a été évoqué par vous, madame, c'est la comparabilité. Alors, c'est la grande chance en Europe d'avoir Eurostat. C'est qu'Eurostat s'assure, et je vais rajouter un petit point par rapport à ce que vous aviez dit, si vous me permettez. L'objectif d'Eurostat est de s'assurer de la comparabilité, mais elle n'est pas faite uniquement à la fin, mais elle est aussi faite avant. Eurostat envoie à chaque institut national de statistique des règles claires pour savoir comment on doit mesurer des indicateurs pour justement qu'ils soient comparables. Et ce que les gens souvent oublient, c'est que certains règlements d'Eurostat sont des lois. Donc nous devons les appliquer, nous n'avons pas le choix. Et ça permet donc d'assurer la comparabilité, parfois avec un certain coût, un coût de moyen pour nous, un coût parfois de cohérence, mais donc c'est un travail qui est fait. Donc pour ce type de rapport, on a 63 indicateurs. Imaginez si nous n'avions pas Eurostat derrière nous, s'il fallait qu'on reprenne les 63 indicateurs pour 28 pays et assurer que ça soit comparable. Dans ce cas-là, on n'aurait plus aucune information. Et ça ne va pas intéresser un décideur politique si je lui dis, bon, on a fait tant au Luxembourg, mais vous ne pouvez pas comparer avec la France, vous ne pouvez pas comparer avec la Belgique, ni avec l'Allemagne, parce qu'ils ne calculent pas de la même manière. Ça n'a aucun intérêt dans ce cas-là. L'autre problème aussi, c'est la comparabilité dans le temps. Si on change la définition et que je dis, bon, bah, aujourd'hui c'est 10 et hier c'était 8, mais 8 ne peut pas être comparé à 10, et je ne sais pas si 8 c'est toujours bien inférieur à 10. Ça n'a à nouveau aucun intérêt. L'autre point très important, alors je vous ai dit, pour une fois, on n'a pas choisi. On nous a dit, voilà, c'est 63 indicateurs, allez-y, parce qu'avec 63 indicateurs, on doit bien couvrir les conditions de vie au Luxembourg. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment être exhaustif. Alors ça vient avec un coût, c'est que quand vous regardez un tableau de bord avec 63 indicateurs, je mets au défi des gens d'arriver à avoir une vision claire de l'évolution globale de la situation. En plus, dans les 63 indicateurs, je vous ai dit, moi j'ai mis un bémol, j'aurais bien aimé vouloir le choisir. Il a été choisi, par exemple, de retenir comme indicateur le taux de participation aux élections. Sachant qu'il est obligatoire de voter au Luxembourg, si je vous dis qu'il est supérieur à 90%, est-ce que c'est une surprise? Et sachant qu'il n'est pas obligatoire en France, si je vous dis qu'on est nettement au-dessus de la participation en France, est-ce que c'est une surprise? Donc on a pensé être exhaustif, mais en fait on n'a amené aucune information. On a simplement rajouté une ligne dans le tableau de bord qui fondamentalement ne sert pas à grand-chose. Et là, deuxième bémol, c'est que 2-3 personnes ont dit « Ah bah oui, en effet, vous avez raison. 63 indicateurs, c'est un peu difficile à lire. Est-ce que vous pourriez nous faire un indicateur qui va résumer tout ça ?» Alors, comme toujours, on a eu la demande à la dernière minute. Donc, crise de panique. Comment fait-on? Qui va le faire? Avec quels moyens? Donc, on a fini par sortir un indicateur que vous trouverez dans le rapport qui s'appelle le Luxembourg Index of Wellbeing et qui vous permet de voir de manière synthétique si le bien-être au Luxembourg a plutôt tendance à évoluer. Et mes collègues ont fait un graphique assez intéressant où ils le mettent en parallèle avec l'évolution du PIB. On voit que le PIB évolue de manière plus favorable que le bien-être. Ce qui est un résultat qui n'est pas surprenant parce que le bien-être ne découle pas forcément de vos conditions monétaires. Alors là aussi, on a eu un petit souci en termes de communication. C'est qu'il y a une personne qui s'est officiellement plainte en disant « mais ils ont créé un indicateur synthétique, ce n'était pas dans le cahier des charges ». Donc j'en reviens à l'un de mes premiers slides. Pour que les données deviennent des informations claires, il faut que les demandes soient claires
et précises dès le début. Sinon, on finit par des quiproquos et ça peut ensuite jeter un peu le doute sur la qualité du rapport qui a été fait. Deux derniers points qui sont assez importants. Donc, il faut que ça soit refaisable, réplicable. Alors pourquoi? Dans le cas du rapport PIB Bien-être, les gens étaient partis du principe qu'ils voulaient absolument avoir ce tableau de bord avec 63 indicateurs parce qu'ils veulent voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, si les politiques ont été mises en place, ont allé dans le bon sens. Donc si ces indicateurs ont évolué dans le bon sens. Donc une grande partie du travail pour nous a été de trouver d'une part des données qui étaient fiables, stables dans le temps avec des définitions claires, et à nouveau, Dieu merci, Eurostat existe. Mais ce qui nous demande comme travail aussi supplémentaire, c'est que d'une part, il faut être extrêmement clair sur les sources de données qu'on va utiliser, donc indiquer très précisément quelles sont les références. Nous avons un certain nombre de programmes techniques, car le passage de la donnée à l'information n'est pas forcément direct, que nous avons documenté. Et ce qui s'est passé, c'est que nous n'allons plus jamais réécrire ce rapport. Ce rapport a été transmis à une autre division du Statec, qui le mettra à jour, je crois, tous les 2 ans. Donc, la première question qu'ils nous ont demandé, c'est où sont les informations pour refaire la même chose? Et il est important pour ce type de rapport d'être très très clair sur ces sources. Et j'ai rajouté une ligne aussi, il faut faire attention aux sources qu'on utilise, parce que de temps en temps, on a des informations un peu privilégiées, qui peuvent être issues d'enquêtes qui ont été faites de manière totalement confidentielle. Et ce qui peut nuire à la qualité d'un rapport, c'est quand vous utilisez des sources de données confidentielles, une information privilégiée que vous avez eue, puis il y a une personne qui lève la main et qui dit « Oui, mais pourquoi le résultat est comme celui-là » Ah, je ne peux pas vous le dire parce que la donnée est confidentielle. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de contraintes quand on écrit ce genre de rapport. Ça semble au départ être une demande relativement évidente, mais ça demande beaucoup de travail, et beaucoup de travail sur soi, et souvent extrêmement pénible. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il nous arrive d'avoir des crises de pleurs parce qu'on ne sait pas comment communiquer une information clairement, mais ça n'est pas loin. L'autre gros problème de ces tableaux de bord, c'est que tout le monde en a, l'OCDE en a, l'Union européenne en a, mais fondamentalement, ce qu'un tableau de bord vous dit, par exemple ici, c'est « on vivait bien dans le passé ». Un décideur politique me dit « j'en ai strictement rien à faire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, et même dans un cas idéal, c'est demain ». Donc l'autre difficulté a été, pour certains indicateurs, d'être capable de vous fournir une information qui était relativement d'actualité. Il n'était pas possible d'avoir 63 indicateurs totalement d'actualité, et on s'est dit, ben voilà, on parle de bien-être, on a une variable sur la satisfaction des gens, et bien on va regarder cette variable-là, et on va essayer de voir comment elle évolue, et on va essayer de voir si on est capable de déterminer, alors je vais dire à l'avance, son évolution. En fait c'était au moment où on a fait le calcul, qui était le 2e semestre 2016, de dire si la satisfaction des gens était en train de baisser, donc aujourd'hui, ou pas. Alors je vous montre un exemple de mauvaise communication et de quelque chose un peu plus clair. Alors voilà moi ce que j'ai fait. Donc vous voyez, c'est des belles équations. J'ai du mal parfois moi-même à les connaître. Donc ce qu'il faut bien retenir, ce qui est très important, c'est que vous avez une formulation non linéaire en cosinus et en sinus. C'est fondamental et je pense que ça intéresse beaucoup un décideur politique. Non, en fait, l'exercice qu'on a fait, on s'est dit, voilà, ce qui nous intéresse, c'est la perception des gens sur leur vie. Est-ce qu'ils pensent que leur vie va plutôt dans le bon sens ou elle est horrible aujourd'hui? On sait que tous les mois, la Commission européenne fait des enquêtes d'opinion où on demande aux industriels, aux consommateurs, aux gens dans le domaine de la construction, en termes de revenus, quelle est votre situation actuellement? En termes d'épargne, comment ça va? Sur vos commandes, vous qui êtes industriel, vous pensez que c'est plutôt bien, votre carnet de commandes est rempli? Est-ce que vous allez embaucher ou pas? On leur pose des questions sur la situation actuelle et sur la situation à venir. Et on s'est dit, si jamais toutes ces personnes qui sont enquêtées tous les mois sont en train de dire mon revenu, ça ne va pas. Mon épargne, c'est une catastrophe. Je pense que je serai au chômage.
il y a de fortes chances que mon indicateur de satisfaction de vie va plutôt baisser. Donc voilà la question qu'on s'est posée. Et voilà malheureusement comment techniquement ça se traduit. C'est pour ça que je vous dis, dans ce type de rapport, il faut éviter de faire ce genre de pression. Mais à l'inverse, je vais dire avec une énorme jalousie, étant présent ici aujourd'hui, mes deux collègues partent demain à Hong Kong pour justement montrer les belles équations, pour montrer à la communauté scientifique à quel point on pouvait faire des choses très amusantes avec la satisfaction de vie. Alors, on m'a demandé aussi d'intervenir sur 2 points. Je vais aller assez vite parce que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps non plus. Jusqu'à présent, je vous ai dit, Dieu merci, on est Eurostat, ça nous permet d'avoir plein d'informations, principalement sur des indicateurs économiques, quelques indicateurs sociaux, mais sur tout ce qui est satisfaction, Eurostat ou la Banque mondiale ont peu d'informations sur ces sujets-là. Mais en fait, des sources d'informations, il y en a plein, et en particulier si vous allez sur Internet, on a l'habitude de dire que Facebook, c'est le meilleur ami des tortionnaires. Vous trouvez énormément d'informations sur les sentiments des gens, sur leurs ressentis, sur la manière dont ils perçoivent leur économie, leur vie, en allant sur les réseaux sociaux. Et maintenant, avec le développement de l'informatique, on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'aller sur les sites Internet, de retirer l'information et de la traiter pour en sortir un indicateur. Alors, je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de l'Essentiel, il y a toujours des commentaires faits par les lecteurs. Alors là, par exemple, c'était pour l'indexation, qui est toujours un sujet qui fait parler tout le monde, pour une raison qui m'échappe, et les perspectives de croissance de l'économie luxembourgeoise. On aurait pu s'amuser à récupérer tous les commentaires faits par les lecteurs et de se dire, avec simplement un petit dictionnaire, un petit index de termes utilisés, est-ce que les gens ont l'air d'être plutôt négatifs ou plutôt positifs? Est-ce qu'ils sont plutôt optimistes ou pessimistes? Est-ce que, par exemple, des mots comme « c'est pas crédible »,« ils se sont encore trompés » apparaissent souvent pas? Et ça nous permet de calculer des indicateurs statistiques pour donner un aspect beaucoup plus subjectif à la situation économique, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière des chiffres, il y a des êtres humains. Et si les gens ne veulent pas, ils ne feront pas. Même si on leur dit, écoutez, vous êtes au chômage, on va mettre des politiques en place pour diminuer le taux de chômage, si les gens ne veulent pas de cette économie, ils ne suivront pas une politique. Donc c'est une voie de recherche qu'on essaye de développer de plus en plus, c'est d'essayer, au lieu d'attendre des enquêtes qui soient faites et des sondages d'opinion, d'aller directement sur les sites Internet pour retirer l'information supplémentaire qui vient en complément d'informations beaucoup plus objectives. Ah oui. Alors, aussi, je vous ai dit, pour le cas du rapport PIB-Bien-être, on nous a demandé de faire un tableau de bord, donc d'aller collecter des informations statistiques, de faire des comparaisons avec d'autres pays européens. Donc c'est principalement aller collecter des informations statistiques. Alors parfois on travaille avec des enquêtes, donc ça demande du retraitement. Je vais vous expliquer aussi, on a fait ce petit exercice pour avoir la température de l'opinion en termes d'évolution de la satisfaction, mais on ne fait pas que simplement mettre en forme des tableaux statistiques, sinon je veux dire le métier n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Il va nous être demandé aussi de temps en temps de dire, mais est-ce qu'il y a des choses qui marchent? Est-ce qu'on observe des liens de cause à effet? Est-ce que quand on prend telle décision, qu'on conduit telle action ou qu'il se passe tel événement, il va y avoir telle conséquence? Alors, cette fois-ci, on va dans des techniques qui sont un tout petit peu plus évoluées que des statistiques de base, donc on fait ce qu'on appelle beaucoup d'économétrie. Et je vous donne un exemple simple. On avait posé la question à mes collègues de dire « Ah, mais vous travaillez sur l'entrepreneuriat social et solidaire, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que les gens voient une différence? Est-ce que ça va leur apporter quelque chose au niveau de leur vie au quotidien? Parce que si ce n'est pas le cas, eh ben, si les gens veulent faire de l'entrepreneuriat social et solidaire, très bien, faites-le. Mais si ça améliore considérablement la vie des citoyens, alors dans ce cas-là, moi, en tant que politicien, il faut que je fasse quelque chose pour favoriser ce mouvement-là. Alors, je vous montre juste
un petit graphique. Alors il s'était dit, ben voilà, on va regarder des gens qui vivent dans des cantons au Luxembourg et on va voir s'il y a plus ou moins d'entreprises sociales et solidaires. Est-ce qu'ils vont exprimer un peu plus de satisfaction de leur vie? Si je leur pose la question de leur dire, est-ce que vous êtes satisfait avec votre vie actuelle? Le fait qu'ils soient dans un environnement d'entreprise sociale et solidaire, est-ce que ça aura plus tendance à les pousser à dire oui qu'auparavant? Alors, ils avaient considéré 3 types de populations. Des gens qui travaillent à plein temps, des gens qui sont des demandeurs d'emploi, et des gens qui sont, alors, soit avec un problème, une situation de handicap, ou bien retraités. Alors, les 2 catégories ont été mises en saut à cause du nombre d'observations. Et cette subdivision avait été faite parce que quand on fait une entreprise sociale et solidaire, donc ce sont en général des sociétés qui font du profit, mais qui s'adressent à des publics cibles. Par exemple, qui vont s'occuper de faire des repas pour les personnes âgées, d'amener des moyens de transport pour les personnes qui sont en situation de handicap, de faire du coaching, ou aider, faciliter à trouver du travail à des personnes qui sont des demandeurs d'emploi, et pour les personnes qui travaillent à plein temps, par exemple les crèches, avoir des places pour mettre ses enfants. Alors si on regarde le graphique de gauche, celui qui est croissant, on s'aperçoit que plus on a d'entreprises sociales et solidaires dans leur canton, quand on demande aux gens, est-ce que votre vie, allez, c'est super bien, bah, plus ils vont être dans un environnement d'entreprise sociale et solidaire, plus ils auront tendance à répondre, ah oui, c'est vrai, je vais bien dans ma vie. Et de l'autre côté, ils ont fait l'exercice inverse, ils ont dit, est-ce que vraiment vous n'êtes pas du tout satisfait avec votre vie? Alors ce qui est assez intéressant, c'est quand on est dans un canton où il n'y a quasiment pas d'entreprise sociale et solidaire, les personnes qui sont en demande d'emploi ont tendance à dire non, vraiment ça ne va pas, là j'ai un souci dans ma vie, je ne peux pas vous dire que je suis heureux. Il y a une forte probabilité qu'une personne me dise ça. Et plus le nombre d'entreprises sociales et solidaires va augmenter, plus cette probabilité qu'il me donne une réponse négative va diminuer, et elle diminue extrêmement fortement, pour quasiment rattraper celle d'une personne qui travaille à temps plein. Donc en termes de conclusion politique, je dirais, vous voyez, c'est vraiment important parce que pour cette frange de la population qui est en difficulté, qui a un mauvais ressenti de sa vie, le fait de favoriser l'implantation d'entreprises sociales et solidaires aura un impact sur le bien-être des gens. Alors pour terminer, j'ai reçu il y a quelques jours un article écrit par un collectif d'économistes. Et l'article est très drôle, donc je ne le traduirai pas parce que je nierai avoir fourni cette information. Je voulais simplement finir par un point important. Faire des rapports, c'est très important, et je vous ai dit, ça demande beaucoup de travail de part et d'autre. Il y a énormément de contraintes, il y a un certain nombre de principes qu'il faut vérifier, et à chaque étape, c'est très difficile de se tromper. Donc quand on reçoit un rapport, quand la population ou un décideur politique reçoit un rapport, il faut toujours rester sceptique. Parce qu'il est très facile de se cacher derrière des équations très compliquées en disant « j'ai démontré que ». Le bon sens doit quand même rester extrêmement important au moment de la prise de décision finale. Une évaluation ne prend jamais tout en compte, il reste toujours de l'aléatoire, et le bon sens est un point fondamental. Si je vous démontre quelque chose d'absurde, c'est pas que vous êtes fou, c'est que je me suis trompé. Et bien souvent, il y a beaucoup de rapports où les rédacteurs oublient que le bon sens doit l'emporter. Donc on voit des rapports qui finissent dans des tiroirs, et en général ce sont des sommes d'argent public dépensées pour rien. Ou à l'inverse, on veut entendre parler pendant des années de certains rapports, mais qui sont tout simplement inapplicables parce qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité. Donc, à nouveau, je ne veux pas brûler ma propre chapelle, donc je pense que les évaluations faites par des techniciens sont importantes à partir du moment où on peut s'assurer que les principes que je vous ai évoqués auparavant ont bien été respectés ou pas. Voilà. Et je termine ici.